Instant, quelques secondes maintenant avant le départ du tour de formation sur ce circuit de Macao. Nous sommes en Chine pour vivre le dernier rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme en compagnie de Pierre-Henri Raffanel. 9 candidats au titre, 9 candidats, un seul dans moins de 2 heures maintenant sera sacré champion du monde FIA WTCC pour l'année 2006 et succédera au palmarès de cette épreuve pour la deuxième année de son histoire au Britannique Andy Priaulx. Andy Priaulx est un d'ailleurs des 9 candidats à pouvoir briguer la succession. On va découvrir Pierre-Henri avec ce tour de chauffe également, ce tracé de Macao, ce circuit urbain avec cette partie relativement large ici, c'est cette longue ligne droite dont vous parliez, ces longues courbes qui vont déboucher sur un entonnoir, un véritable goulot. On va le voir dans quelques instants. Effectivement, une ligne droite excessivement large. Vous voyez que ça représente plus de 4 voies de circulation. Donc on est vraiment sur quelque chose d'excessivement large. Beaucoup de vitesse, des hautes vitesses, et vous allez voir ensuite ce qui se passe, un virage à droite 90 degrés, et là d'un seul coup d'une 4 voies on passe pratiquement à une voie et demie. Une voie et demie, il y a tout juste l'espace de 2 voitures. Beaucoup de difficultés pour lire ce virage là. Regardez voilà exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est de 4 voies, on passe à 2 voies on va dire, mais 2 voies relativement étroites, et beaucoup de difficultés dans les premiers tours pour lire le point de freinage que l'on verra extrêmement bosselé, donc ce qui ne facilitera pas la tâche de tous ces pilotes. Et ce serpent va continuer à travers le relief de Macao. On s'éloigne quelque peu du port de Macao. Pour monter, effectivement, on est à flanc de colline, et on va tout le long en parallèle à cette longue ligne droite sur le bas, revenir sur nos pas, mais en ayant un petit peu plus d'altitude, et en fonction du dénivelé du terrain, vous allez voir qu'on va osciller entre rails et murs. Et vous allez voir qu'à certains endroits c'est encore plus compliqué, encore plus étroit, et qu'on comprend mieux qu'en cas d'accrochage, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Un circuit extrêmement piégeux qui ne pardonne pas la moindre erreur de trajectoire. On ne peut pas se louper non plus au freinage. Et ça va vite aussi dans cette partie. Ce n'est pas juste un circuit en ville sinueux où on ne prend pas beaucoup de vitesse. Dans toute cette partie étroite, haute du circuit, ce sont plus des enchaînements que des virages très très serrés dans la première partie, et on frôle vraiment des vitesses élevées. Et là, ça sera vraiment dans ces endroits-là très très peu de possibilités de dépassement. On va être un petit peu plus loin sur une épingle où les voitures seront obligées pratiquement d'élargir la trajectoire en entrée pour pouvoir effectuer ce passage dans cette épingle. Et bien entendu, quand cette porte s'ouvre devant vous, quand vous voyez un pilote s'écarter de la trajectoire, c'est très tentant de vouloir s'y jeter, et ça sera peut-être une tentative désespérée auquel se livreront certains pilotes. On y arrive. Regardez cette épingle, effectivement, ça s'élargit, on est obligé effectivement de prendre large pour pouvoir effectuer l'épingle, mais qu'il est tentant de venir s'infiltrer à l'intérieur. Cette épingle rappelle un petit peu celle de Monaco, hein. On le disait tout à l'heure lors de la séance de warm-up que vous avez peut-être suivi en direct sur notre antenne aussi, aux alentours de minuit. Voilà, pratiquement toutes les 26 voitures sont passées. Il y aura 2 Chevrolet sur la dernière ligne de la grille de départ. La faute bien sûr aux soucis que Nicolas Larini a pu rencontrer dans la manche qualificative avec une sortie de route dès le début de la séance.
Avec des Chevrolets excessivement rapides. Larini avait été en tête lors d'une des séances d'essais libres et Alain Menu a, me semble-t-il, réalisé le deuxième temps du warm-up. Donc vous voyez que les Chevrolets partent de loin, mais elles ne vont pas rester dans cet ordre-là. Ouais, Roboeuf également était sur le podium du warm-up, donc effectivement des voitures qui visiblement sont à l'aise. Les Seat, elles, auraient voulu compter sur un peu de pluie, à l'instar de ce qui s'est passé hier lors de la deuxième partie de la séance d'essai, pour pouvoir plus facilement, entre guillemets, rivaliser avec les BMW, moins à l'aise lorsque le tracé est humide. Et bien malheureusement, pour le moment, les dieux ne sont pas avec les voitures espagnoles, avec le constructeur espagnol. Et pour le moment, il fait désespérément sec sur le circuit de Macao. Mais rassurez-vous, c'est déjà largement suffisamment spectaculaire comme cela pour que la pluie ne vienne en plus jeter son petit grain de sel. Dans quelques secondes maintenant, le départ de cette 19e des 20 manches du championnat du monde des voitures de tourisme. En pole position, le champion du monde en titre, on le rappelle, c'est-à-dire Andy Priaulx au volant de sa BMW. À ses côtés, on retrouvera Dirk Müller, juste derrière le français Yvan Muller au volant de sa Seat. Voilà 3 des 9 protagonistes de ce championnat, 3 des 9 candidats encore au titre. La procédure de départ est lancée dans quelques instants. Le départ... C'est parti pour 2 courses probablement de folie. Et avec un Yvan Muller, oui, Yvan Muller qui est excessivement bien parti, qui essaie pratiquement de déborder Andy Priaulx sur la droite. Ça va bouchonner sur la gauche pour Yvan Muller. Et déjà une première touchette pour une Seat. Oui, une Seat qui est allée toucher avec l'arrière droit de sa voiture. Mais Yvan Muller est extrêmement bien parti. Il reste à l'intérieur. Il a fait toute l'aspiration derrière Andy Priaulx. Et il devrait rester en 3e position. Et regardez toutes ces 26 voitures qui utilisent l'ensemble de la largeur de la piste avec beaucoup de nuages de poussière également. Attention, ça frotte entre Augusto Farfus et 43 Dirk Müller. Et ça y est, c'est déjà le carambolage à cet endroit-là et la course va déjà être neutralisée. Dirk Müller est parti à la faute peut-être. Et comme l'année dernière à cet endroit-là, c'est toujours le piège de Macao effectivement. Peut-être que la course ne sera pas arrêtée parce qu'un grand nombre de pilotes ont réussi à passer et que Dirk Müller réussit à repartir. Peut-être une erreur de Dirk Müller, il est resté, il a fait une erreur premièrement à la touchette de ce freinage-là et en repartant, la course ne sera pas arrêtée. Donc probablement beaucoup de choses de perdues pour le pilote allemand. En tous les cas, Andy Priaulx, lui, peut continuer. C'est Jan Magnussen, peut-être, qui était coincé comme cela. Ah, non, en tous les cas, sa voiture a été touchée également. En tous les cas, en tête, on a 3 pilotes. Avec en tête Andy Priaulx. Juste derrière, Duncan Huisman. Et en 3e position, il y a donc Yvan Muller. Pour le moment, excellente opération pour le pilote français. Et excellente opération aussi, bien sûr, pour le champion du monde en titre. On va revoir ce qui s'est passé. Farfus parvient à passer, légèrement touché. Et il est légèrement poussé par Giovanardi. Il n'avait pas beaucoup de choix, mais effectivement, l'arrière de la voiture de Dirk Müller sur le museau de Giovanardi. Giovanardi qui pousse légèrement Dirk Müller. C'est le tête à queue, l'embouteillage. Dirk Müller repartira en libérant les autres. Et regardez à la 4e position, c'est Augusto Farfus qui est là. Et c'est une excellente performance pour le pilote brésilien. Farfus est passé, Giovanardi est 5e et en 6e position, Jörg Müller, me semble-t-il. Jörg Müller, voilà. Ça nous donne parmi ces 6 là 4 pilotes capables d'aller décrocher le titre. Hein. Ce championnat va être passionnant jusqu'au bout. On a en tête Andy Priaulx en 2e position. La 2e BMW, celle de Duncan Huisman qui pour le moment fait parfaitement écran devant Yvan Muller. Yvan Muller qui a magnifiquement démarré ce début de course. Un départ excellent, très agressif, pratiquement aux avant-postes lors du premier virage. Une Seat revigorée dans cette partie basse du circuit. On l'a pensé faible dans cette partie-là. Pour l'instant, elle arrive à suivre le rythme des 2 BMW. Et malheureusement pour tous les autres pilotes, ceux qui étaient derrière le bouchon, évidemment, c'est la cata. Avec plus d'1 minute de retard pratiquement, tant le bouchon a mis du temps avant de sauter. Priaulx, Huisman, Muller, Farfus, Giovanardi, Jörg Müller est 6e. Et puis regardez, peut-être au loin, non, là on a toujours l'image sur les pilotes de tête. Oui, ça se jouera entre ces 6 probablement, Jacques, parce qu'en 9 tours, pour 9 tours, ça sera difficile de revenir et donc d'où
d'où cette importance cruciale, primordiale de la qualification. Elle est là, cette importance, effectivement. Quand vous êtes aux avant-postes, vous avez de grandes chances d'éviter le bouchon du premier virage. Et en 8e position, Pierre-Henri, il y en a un qui s'appelle Gabriele Tarquini qui est parvenu à dépasser Stefano D'Aste. Gabriele Tarquini qui est juste derrière Dirk Müller, qui sont donc 7e et 8e, mais très très loin de tout cela. Dirk Müller qui doit avoir une voiture passablement endommagée, qui plus est, que l'on avait vu tout à l'heure partir à l'équerre à l'issue de cette longue ligne droite. Et choix difficile, Andy Priaulx en tête, suivi comme son ombre par un Duncan Huisman plus léger, mais qui sera un petit peu en position d'attente. Va-t-il attaquer le leader de chez BMW, celui qui est en lice pour le championnat du monde, ou va-t-il protéger la trajectoire, sachant que derrière il y a le français Yvan Muller. On a vu Alessandro Zanardi. Yvan Muller qui est vraiment collé dans le pare-choc de Duncan Huisman. On voit que la Seat dans cette partie haute du circuit est un petit peu plus à l'aise. Il y a une Alfa Romeo également, celle de Morbidelli ou de Tavano au ralenti. On a vu Yann Magnussen également en difficulté. Jaune. Voilà, drapeau jaune. Donc effectivement, Andy Priaulx qui ne veut pas commettre de dépassement sur cette voiture-là. C'est celle de Stefano D'Aste. Hein. Stefano D'Aste, mais probablement il pourrait, malgré le drapeau jaune, quand même dépasser cette voiture en difficulté. En tous les cas, ça va permettre au peloton de se regrouper. Voilà. Et on pensait... C'est passé, il est reparti. Avec Tom Cornell, oh là 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 là, il y a eu un accrochage. Oui, petite touchette, une Chevrolet me semble-t-il. Oui, qui est celle venue, de Robuff. Qui est venu, et qui n'est pas parvenu à freiner. Est-ce que ce n'est pas Gabriele Tarquini? Et allez, Alain Menu. Ah là 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 là. Avec un pare-choc qui s'échappe. Un pilote qui n'a pas vu le drapeau jaune probablement et qui est arrivé tambour battant dans le pare-choc de Robuff. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir de qui il s'agit. Alain Menu sur la Chevrolet. C'est lui, je pense, Jacques, qui a perdu ce pare-choc. Alors ce serait peut-être James Thompson qui aurait tamponné comme ça Alain Menu. On nous annonce James Thompson, pourtant qu'il est parti très très loin. Tom Coronel. Alors on est revenu sur les pilotes de tête avec Priaulx, Huisman. 3e place pour Yvan Muller. Farfus qui revient pratiquement en position utile pour attaquer Yvan Muller. Hein, attention. Ce qui est incroyable, Jacques, c'est que Alain Menu, effectivement, il est revenu en 8e position, tout simplement parce que lors du départ, avec cet embouteillage, il y a toute une ligne qui a été bloquée et toute une autre ligne qui a été libérée. Donc les derniers ont pu largement en profiter et récupérer une dizaine de positions. Allez, les 6 voitures de tête qui sont regroupées maintenant avec Priaulx, Huisman, Yvan Muller, Farfus, Giovanardi et Jörg Müller. Parmi ces 6-là, on vous le rappelle, il y en a 4 qui jouent le titre. Juste derrière, il y a Tom Coronel qui, à faveur de ce drapeau jaune, est parvenu à résorber une grande partie de son retard. Ensuite, on a Alain Menu en 8e position, Thompson, Larini, Terting et Tarquini. Gabriele Tarquini qui, me semble-t-il, a été touché et qui ne parvient pas à revenir, à résorber une partie de son handicap. Tarquini qui était le pilote Seat le mieux placé au départ de cette ultime épreuve de la saison. Duncan Huisman en 2e position, probablement en protection légère de Andy Priaulx. Il ne prendra absolument, théoriquement, aucun risque en essayant de dépasser le pilote britannique qui avait repéré toutes les trajectoires défensives, notamment dans cette partie haute. Pour l'instant, il ne les utilise pas. Yvan Muller en 3e position qui vient se coller au pare-choc de Duncan Huisman sous les yeux du patron de l'équipe d'Andy Priaulx. Andy Priaulx qui prend un petit peu de marge maintenant qu'on arrive sur la partie un petit peu plus rapide du circuit. Et oui, là il faut absolument qu'Yvan Muller puisse se cacher, se caler derrière la voiture de Huisman, profiter au maximum de l'aspiration, mais c'est très difficile hein, dès que
on rentre dans cette longue ligne droite, vous le voyez, la Seat perd un petit peu le contact avec les deux BMW. Celui qui fait un travail extraordinaire actuellement, c'est Augusto Farfus, à l'image le leader de ce championnat, leader inespéré avec une voiture lestée de 80 kg, c'est le plus lourd ici. Personne ne misait une cacahuète sur le pilote brésilien. Il est là, il est bien là. Effectivement, on sent qu'il se bat, on sent que sa voiture, lors des freinages, est un petit peu plus en difficulté, qu'il est obligé de se batailler, que ces 80 km de la contrainte sur ses pneumatiques, mais il est quand même en 4e position. Attention parce que Giovanardi est juste derrière Augusto Farfus. Est-ce qu'il va tenter de planter un freinage au bout de cette longue courbe? Il vient sur la trajectoire intérieure pour se défendre. Farfus, pardon. Giovanardi qui vient se mettre à gauche et qui passe le Brésilien sans coup férir. Bien joué de la part de l'Italien. Bien plus rapide, Giovanardi tout simplement, une voiture plus légère, une Honda toujours très véloce avec un des meilleurs moteurs du plateau, et Giovanardi qui n'a rien à perdre. Pour lui ce sera la victoire, mais rien pour le championnat, et Augusto Farfus intelligemment a préféré laisser passer le pilote italien. Il n'avait pas beaucoup de choix, vous me direz, Jacques. Ouais, de toute façon, hein. Il y a 4 points pour le moment dans l'escarcelle de Farfus. Ça veut dire qu'il en perdrait à l'heure actuelle 6 sur Andy Priaulx, bien sûr. Et c'est pas fini, Jacques, car Jörg Müller, juste derrière Augusto Farfus, est en train de mettre la pression, et il n'en restera pas là. Et puis il y a Dirk Müller aussi qui vient de signer à l'instant le chrono le plus rapide. Mais Dirk Müller, lui, se bagarre en 16e position, avec un gros retard. Quelle pression sur les épaules d'Andy Priaulx en tête de la course. L'occasion pour lui de reprendre la tête de ce championnat du monde. Il est bien parti. Il est bien parti. Il a du poids aussi sur sa voiture, un handicap de poids de 45 kg. Et pour l'instant, il n'arrive pas à s'échapper sous les yeux de son coéquipier Jan Magnussen, qui était venu ici lui porter main forte. Ça a fonctionné pendant la séance de qualification. Une excellente aspiration qui a permis au pilote britannique de s'élancer en pole position. Malheureusement, c'en est déjà terminé pour la course. Allez, pour le moment, en tous les cas, Andy Priaulx fait très bien sans son coéquipier Jan Magnussen. Il se débrouille comme un diable. Juste derrière lui, il faut dire qu'il peut quand même compter sur un Duncan Huisman qui protège bien des retours éventuels d'Ivor Müller, de Fabrizio Giovanardi, un petit peu plus loin d'Augusto Farfus. Farfus qui sera bientôt sous l'emprise de Jörg Müller. Et pour le moment, en tous les cas, aucun souci pour Andy Priaulx, hein, qui connaît une course relativement tranquille. Relativement tranquille, bien qu'il n'arrive pas à s'échapper. C'est dans cette partie la plus rapide du circuit qu'il arrive à prendre éventuellement quelques longueurs d'avance. Dès qu'on est sur la partie haute du circuit, ça se resserre et on voit un Andy Priaulx prévoyant, nerveux aussi, faisant des appels de phare, essayant de prévenir de sa présence les retardataires. Il sait que les autres ne sont pas loin et qu'il ne lui faudra perdre aucun dixième lors des prochains dépassements. Oui, et celui qui le précédait justement et qui essayait de prévenir Andy Priaulx, ce n'est autre qu'Alessandro Zanardi, qui lui a dû passer par les stands, victime d'une crevaison. Jörg Müller en 6e position, sous les yeux de son patron du team BMW Allemagne, Charlie Lam. Et de ce côté-là, on doit avoir encore des espoirs, mais des regrets, avec la touchette de Dirk Müller. Dirk Müller qui avait un petit peu loupé son départ. Il était pourtant en première ligne. Malheureusement, lors du premier virage, il n'occupait plus cette position-là. Une petite touchette avec Giovanardi. Et la course en était quasiment terminée pour le pilote allemand. La bagarre pour la 5e place va être intéressante, hein, dans la mesure où les deux voitures, l'Alfa de Farfus et la BMW de Jörg Müller, sont pratiquement aussi lestées l'une que l'autre. 80 kg pour Farfus, 75 pour celle de Jörg Müller. Les deux voitures qui, vous le voyez, sont très proches en niveau de performance. Des voitures très proches, mais des difficultés de plus en plus fortes pour l'Alfa Romeo. Effectivement, sur le début de course, avec des pneumatiques totalement frais, il arrive à tirer la quintessence de son Alfa Romeo. Malheureusement, au fil et à mesure que les tours se passent, on sent le Brésilien un petit peu plus en difficulté. Le pilote allemand juste derrière, bien que lesté quasiment du même poids, est plus à l'aise, plus agressif, venant même tenter
des intimidations dans la partie sinueuse du circuit. Et on connaît également toute la force de caractère hein, d'Augusto Farfus. Un pilote qui est capable de se défendre et de tenir tête pendant de nombreux tours à une voiture plus rapide que lui. Oui, ces deux pilotes, entre ces deux pilotes, on a probablement les deux forts caractères, on va dire, ceux qui sont musclés sur la piste et qui ne lâchent vraiment rien. Ouais, les deux pilotes avec le plus de panache. Voilà, aussi. les 4 prochains tours vont être excellents. Il me semble que Fabrizio Giovanardi s'est emparé de la 3e place devant. Non. Fausse alerte. Giovanardi toujours 4e. Ah non, c'est plutôt, vous le voyez, le train de BMW qui a rattrapé Alessandro Zanardi. Zanardi qui s'est écarté. Heureusement, il a laissé passer également Yvan Muller. On sait que ces deux-là ne s'apprécient qu'à moitié. Réglage de course excellent pour Andy Priaulx qui semble légèrement s'échapper de Duncan Hussmann. Duncan Hussmann protège légèrement sa trajectoire au freinage, tout simplement parce qu'il y a le Français Yvan Muller en 3e position et qu'il est de plus en plus présent. Ouais, il est bien là, Yvan, bravo. Il est en train de réussir une très belle course. Lui qui, depuis le rendez-vous de Valence, était de nouveau allé tester son fameux 4x4 qu'il utilisera lors du prochain Rallye Paris-Dakar. Et bien, il s'est rapidement réhabitué à sa Seat Leon. Une voiture qui aura fait des merveilles dans ce championnat. Et toujours un Andy Priaulx pour l'instant relativement serein, une voiture très stable, pas de grosses difficultés pour l'instant pour le pilote britannique. De la pression probablement parce que quand on est en tête comme cela, que l'on commence à créer un petit écart avec son suivant, qu'on sait qu'on a une protection supplémentaire avec Duncan Hussmann, effectivement on commence à s'échapper, on commence éventuellement à faire le point, à compter les points qu'il va récupérer lors de cette première course, et c'est là que généralement les petites déconcentrations, les petites erreurs se produisent. On a vu cela chez les plus grands. Andy Priaulx, Duncan Hussmann et Yvan Muller, le Français qui réussit une course somptueuse. Il craignait un petit peu ce déplacement à Macao sur ce circuit qu'il n'avait plus fréquenté depuis une quinzaine d'années, donc un circuit sur lequel il n'avait plus aucun repère. Eh bien, il est le pilote des Seat qui se comporte le mieux. Ça, c'est plutôt incroyable. Plutôt incroyable, alors que derrière, en 6e position, nous avons donc Jörg Müller. Et on commence à voir pointer le capot du Néerlandais derrière, Tom Coronel. Hein, Tom regardez. Coronel qui revient petit à petit. Alors que, me semble-t-il, il y a une roue échappée sur la piste. Ah, il y a eu peut-être un impact quelque part. Il n'y avait que la roue, Jacques, j'ai pas vu la voiture, mais... Tom Coronel qui vient de tourner dans un chrono de 2:34 240. Ah, c'est le plus rapide, Jacques. Hein. C'est le plus rapide actuellement en piste. Avec Alain Menu aussi qui tourne comme une horloge. Suisse évidemment, lui. Et ça se passe très bien pour le pilote Chevrolet qui est là juste derrière, vous le voyez, Tom Coronel, et qui probablement, attention, l'attaque de Jörg Müller, mais elle part de trop loin. Mais essayer de pousser aussi Augusto Farfus à la faute qui a été obligé, le pilote brésilien, de retarder son freinage. Et ça y est, il y a bagarre de nouveau entre ces deux-là. Il reste 2 tours. Mario Taissa, non, il y a un accrochage. Entre Thompson et visiblement Alain Menu. Thompson et Menu ou Larini. Oui. Alors qu'Augusto Farfus, lui, continue à se défendre comme un beau diable face à Jörg Müller. Ouais, et là, c'est bien Larini. C'est bien Larini et la course neutralisée. La neutralisation, cette fois-ci, c'est une certitude. Certitude avec un gros crash pour Nicolas Larini. Décidément, Macao ne lui aura pas souri. Ça avait mal démarré pendant la séance de qualification. Il avait bien amoché sa voiture et vous voyez qu'ici, il l'a littéralement explosé.
Et pendant ce temps là, Jörg Müller qui continue ses assauts derrière Augusto Farfus, et Tom Coronel qui en a profité. Il est revenu au contact, il a bouché les 3 secondes en un tour à peine. Et probablement qu'on essaye de renseigner Jörg Müller. On a vu Charlie Lam pratiquement à la radio, parce que si la course est interrompue, ça ne permettra pas au pilote allemand de dépasser le pilote brésilien, mais celui qui en a profité, c'est le pilote néerlandais, et la voiture qui est juste derrière, la Seat Orange, qui a recollé au peloton. Oui, en attendant, est-ce qu'il y a des drapeaux jaunes ou pas encore? A priori non, à cet endroit-là on ne les voit pas agités. À quelle course? Ça y est, la voiture de Nicolas Larini qui a été rapidement évacuée par les commissaires. Oui, on avait surtout de la chance, Jacques, car il y avait une grue qui était quasiment à l'endroit où Nicolas Larini avait explosé sa voiture. Les commissaires prennent quelques risques. Allez, on récapitule avec Andy Priaulx toujours en tête devant Duncan Huisman. Yvan Muller est 3e à 3 petits. Il est collé, j'irai dans le pare-choc de Duncan Huisman, essayer de profiter de l'aspiration et tenter quelque chose pour le pilote français. Il n'est pas très loin, regardez. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il est proche effectivement, et Duncan Huisman qui peut-être subit de plus en plus la pression. Derrière, il y a Giovanardi, Farfus, Jörg Müller, Tom Coronel qui s'est rapproché très près du pilote allemand. Est-ce que Yvan va tenter de déboîter à cet endroit-là tout au bout? On ne l'a pas vu, malheureusement. Et Tom Coronel de plus en plus rapide qui se rapproche du pilote allemand. Et ça va être chaud ce dernier tour. Il est allé toucher, il est allé légèrement touché, Jörg. Attention, toujours les drapeaux jaunes à cet endroit-là. La piste est libérée et c'est reparti. Ah, c'est une course, comme on s'en doutait, particulièrement chaude jusqu'au bout. Oh là là, Augusto Farfus en dérive, petit blocage de roue. Et il sait qu'il y a danger avec Jörg Müller juste derrière. L'Alpha en difficulté dans cette partie-là du circuit. Et vous avez vu la Chevrolet aussi d'Alain Menu qui porte les stigmates. Oh, il est allé large, Alain Menu, à l'arrière de cette image. Et Augusto Farfus, un petit coup d'œil dans les rétroviseurs. Ah voilà, oui, j'avais bien vu, Menu est allé toucher, malheureusement. Quel dommage pour Alain Menu dans le dernier tour. Il occupait cette 8e place sésame pour la pole position de la 2e course. Il était à l'attaque, le pilote suisse, malheureusement un petit peu trop. Ah, et vraiment dommage parce qu'il n'y avait plus grand chose à gagner dans ce dernier tour. Tout à perdre pour le pilote suisse. Et malheureusement il est allé à la faute. Mais il faut dire que sa voiture avait subi les assauts, un petit peu inopineux, ceux de James Thompson notamment. Allez, on revient à la course pour les premières places avec toujours Priaulx, Huisman et Yvan Muller. Et puis derrière, il y a Giovanardi, Farfus qui se bagarre pour conserver cette 5e place. Lui, le leader du championnat. Il se bagarre face à Jörg Müller et à Tom Coronel. Andy Priaulx, solide leader en tête de cette première course de Macao. Et on rentre dans le dernier tour. Suivi comme sans nombre. On est entré dans le dernier tour, Pierre-Henri, et il est toujours aussi serein, l'Anglais. Toujours aussi serein, un petit coup d'œil dans les rétroviseurs pour vérifier qu'il n'y a aucune menace imminente. 2e position pour Duncan Huisman, sous la menace du Français Yvan Muller, lui-même sous la menace du pilote italien Giovanardi avec son Honda. Attention, la voiture japonaise excessivement rapide. Revenir peut-être sur la 4e position. Avec une voiture, une Alpha qui se dérobe légèrement. Il vient faire l'intérieur, la trajectoire défensive. Augusto Farfus pour pouvoir résister à l'attaque de Jörg Müller. Il ne passera pas ici, Jörg Müller. Attention à ne pas manquer le freinage, Farfus. Et à ça, on de décroiser, mais malheureusement, il y a un drapeau jaune pour Jörg Müller. Donc, conserver sa position. Il est véritablement dans le pare-choc arrière du pilote brésilien. Ah, belle image avec cette caméra dans le pare-choc d'Augusto Farfus. Mario Tyson très tendu. Et Augusto Farfus qui avait bloqué tout à l'heure ces roues-là était un petit peu plus prudent, a occupé un petit peu plus toute la largeur de la piste. Et il sait que s'il ne commet pas d'erreur, ça sera difficile pour Jörg Müller. Attention, des drapeaux jaunes supplémentaires, sûrement pour signaler la voiture d'Alain Menu en crabe qui essaye de... Qui est allé taper à cet endroit-là. Voilà.
on voit les traces sur la piste, qui essaye d'aller parquer sa voiture à un endroit peut-être moins dangereux, moins gênant. Allez, Farfus dans le dernier tour, c'est le leader du championnat. Il va perdre cette première place parce que devant lui il y a Andy Priaulx, mais il essaie de conserver la deuxième face à Jörg Müller. C'est chaud jusqu'au bout, regardez, les deux voitures sont au contact. Jörg Müller qui vient toucher légèrement l'Alfa Romeo du Brésilien, qui ne se laisse pas impressionner pour le moment. Jusqu'au bout, hein, dans le dernier virage, il va y avoir les attaques de l'animal, comme on l'appelle. C'est l'Allemand, c'est Jörg Müller au volant de sa BMW. Attention, on va sûrement arriver vers la fameuse épingle où une tentative est possible si on prend tous les risques. Non, Jörg Müller sagement. Petite dérobade du train arrière dans ce petit dévers. Andy Priaulx, lui, solide leader, s'élance vers sa première victoire. Et Andy Priaulx qui va lui aller signer la 5e victoire de la saison. Et première victoire du week-end. Et la première du week-end dans quelques instants. Andy Priaulx va reprendre la tête du championnat du monde des voitures de tourisme. Le dernier virage, ça passe pour tout le monde. Giovanardi est allé carrément frotter les rails de sécurité. Victoire d'Andy Priaulx. Deuxième place pour Duncan Huisman. Troisième place, superbe d'Yvan Müller. Quatrième, on a vu la quatrième place de Fabrizio Giovanardi. Farfus termine 5e, Jörg Müller 6e, Tom Coronel 7e. Et c'est Peter Terting, me semble-t-il, qui va aller chercher la 8e place et le petit point de cette 8e place. En tous les cas, Andy Priaulx lui reprend la première place du championnat avec 69 points. Farfus va conserver la deuxième avec 64 unités. Pierre-Henri, la troisième place pour Jörg Müller avec 63 points, probablement dans 62. Pour Jörg Müller. Ensuite, Gabriele Tarquini 57, Ricard Reidel et Yvan Müller 54 désormais. Une certitude d'ores et déjà, Yvan Müller ne pourra plus être champion du monde. 54 points, il en compte 15 désormais de retard sur Andy Priaulx. C'est 5 de trop. Oui, c'est 5 de trop. C'est un petit peu malheureux pour Yvan Müller car il avait véritablement le potentiel pour jouer la gagne jusqu'au bout. Il est bien venu se replacer, prouver qu'il était présent jusqu'à la dernière course. Malheureusement, pour cela, pour pouvoir s'imposer, il aurait fallu compter sur une faute de Andy Priaulx. Andy Priaulx, pour l'instant, c'est le sans faute, la pole position et la victoire. Allez, le classement de cette première des deux manches de Macao. Priaulx s'impose devant Duncan Huisman. Yvan Müller prend la 3e place. Giovanardi la 4e. Farfus 5e. Jörg Müller termine 6e. Tom Coronel 7e. Terting 8e. Les pilotes qui ne marqueront pas de points. Roboff 9e, Thompson 10e, Gabriele Tarquini malheureux 11e, Jordi René prend la 12e place. C'est Peter Terting, l'Allemand, qui s'élancera en pole position dans la deuxième course que nous allons vivre dans quelques instants, toujours en direct sur l'antenne d'Eurosport. Nous vous emmenons au bout de la nuit pour vivre cette dernière manche du championnat du monde des voitures de tourisme en Chine sur le circuit mythique de Macao. La première course a été fabuleuse. Andy Priaulx garde ou reprend le commandement du championnat, 69 points, mais ils seront encore 3 à pouvoir prétendre au titre, Pierre-Henri, dans la deuxième manche. Andy Priaulx, Augusto Farfus et Jörg Müller, 3 pilotes pour un titre pour la deuxième manche. Ce sera dans quelques minutes. Jeudi, deuxième match de poule pour les Lensois. Après leur victoire face aux Espagnols d'Osasuna, la quête des 100 et or passe par le Danemark. Un succès face à Odense et la qualification est assurée. Coupe de l'UEFA Odense-Lens, jeudi à 20h30, live et en exclusivité sur Eurosport. La technologie rend vos matins plus faciles. Pourquoi pas votre rasage? Le Philips Smart Touch XL est conçu pour un rasage plus efficace à chaque passage, avec 3 anneaux de rasage au lieu d'un seul. Et c'est parce qu'il pivote pour glisser sur votre visage et votre cou qu'il rase de très près même les poils les plus difficiles à atteindre. La simplicité, c'est plus d'efficacité en un passage. Eurosport.fr
et son grand jeu European Football Game. Pronostiquez sur vos équipes nationales européennes préférées et gagnez de fabuleux cadeaux. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. La fabuleuse saison blanche débute et le Winter Park vous ouvre ses portes. Semaine après semaine, suivez live sur Eurosport l'intégralité des compétitions du Grand Cirque Blanc. Sur neige, sur glace, le Winter Park vous transporte dans un monde de glisse, un monde de vitesse, d'adresse et de grâce. Et chaque samedi et dimanche, Eurosport vous en donne plus, avec Après-Ski et Winter Park Weekend Magazine. Résultats, analyses et réactions à chaud. Le Winter Park est ouvert toute la saison. Frisson garanti, live et en exclusivité sur Eurosport. Retrouvez tous les résultats en live et les vidéos sur eurosport.fr. Nous sommes de retour à Macao, la suite et la fin du classement qui défile sous vos yeux avec quelques pilotes qui ont perdu leurs derniers espoirs de décrocher la couronne mondiale. C'est le cas de Dirk Müller, piégé dès le premier virage ici à Macao. Rickard Reidel également. C'est le cas également de Gabriele Tarquini, de James Thompson. Et avec encore peut-être plus de regrets d'Ivan Müller, parce qu'Ivan Müller a réussi une superbe course. Malheureusement, il n'a pas pu empêcher Andy Priaulx de s'imposer, et dès lors qu'il terminait derrière Andy Priaulx, eh bien il ne pouvait plus légitimement prétendre au titre. Ils seront 3 dans quelques instants après la victoire d'Andy Priaulx, que l'on rappelle remporté il y a quelques instants. Andy Priaulx qui s'est imposé devant Huisman et Ivan Müller justement. Ils seront 3 encore à pouvoir prétendre au titre mondial. Ces 3 hommes, on le rappelle, sont Andy Priaulx qui a récupéré la tête du championnat avec 69 points. Augusto Farfus, le Brésilien, deuxième à 5 longueurs. Il reste 10 points à jouer, à gagner dans la deuxième manche. Et Jörg Müller, pour Jörg Müller, ça devient de plus en plus difficile. 7 points de retard désormais pour Jörg sur son coéquipier, entre guillemets, de chez BMW. Mais son adversaire aujourd'hui, parce que Jörg, quoi qu'il en soit, veut partir de ce championnat WTCC sur un titre. On annonce, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes qui annoncent Jörg Müller partant pour le DTM la saison prochaine. On verra si ça se confirme ou pas. Raison de plus pour partir, pour quitter ce championnat, en tous les cas si c'est le cas, sur un titre, sur un dernier exploit. Ils étaient 9 au départ de cette première course à pouvoir encore espérer à être champion. Ils ne sont plus que 3. Comme vous l'avez dit Jacques, Andy Priaulx, Augusto Farfus et Jörg Müller. Et je pourrais dire que sur un circuit relativement classique, on pourrait penser qu'un Andy Priaulx avec ses 5 points d'avance pourrait, sans prendre de risques, se diriger vers un nouveau titre. Malheureusement pour lui, on est à Macao. Quand on voit ce qui s'est passé lors de ce premier départ, lorsqu'on voit qu'un Dirk Müller en première ligne a été légèrement touché par Giovanardi. C'était pas vraiment quelque chose de volontaire, quelque chose de musclé. Et une petite touchette réussit à anéantir la course et la course des suivants. On verra que la prochaine course sera sous haute tension pour ces 3-là. On voit ce moment aussi où la Seat de James Thompson est venue percuter la voiture d'Alain Menu. Ouais, qui avait déjà perdu cet élément de carrosserie arrière et qui un petit peu plus tard ira chiffonner totalement sa Chevrolet. Ouais, dommage parce qu'il était vraiment bien, le pilote suisse, il était 8e. Ça lui aurait permis de repartir en pole position et de pouvoir envisager la victoire à Macao. Ouais, je crois que Chevrolet sera vraiment passé malheureusement à côté de ce week-end de Macao. Ils avaient pourtant la voiture qu'il fallait. Larini avait été rapide aux essais libres. Menu avait été excessivement rapide lors du warm-up ce matin. En course, il était 8e. Malheureusement, les pilotes ont sûrement pris un niveau de risque trop élevé. La sanction, comme le disait Andy Priaulx sur ce circuit-là, elle est très forte. Si vous ne respectez pas ce circuit-là, il vous punit fortement en vous arrachant une roue. Et les pilotes Chevrolet l'ont vérifié. Et on revoit ce qui s'était passé entre Nicola Larini et James Thompson. Kannesman
pratiquement en protection et en attaque sur le leader Andy Priaulx. Giovanardi avec sa Honda qui a fait une superbe course et qui a su profiter des performances de son moteur. Et la belle bagarre qui sera restée dans cet ordre-là malgré les assauts répétés de Jörg Müller entre le Brésilien et le pilote allemand. En tous les cas, on a vu au départ de cette course que la crainte que l'on avait, qui a été assez récurrente tout au long de la saison, de voir les BMW s'envoler dès le départ par rapport aux autres tractions, n'a pas été tout à fait réédité ici, ce qui nous laisse quelques espoirs dans la deuxième manche pour Yvan Müller de pouvoir conserver sa 6e place face aux 2 BM qui seront à ses côtés derrière lui. Tout à fait, c'est aussi une des raisons je dirais de ces écarts que on peut avoir entre les tractions et les propulsions sur les différences qu'il peut y avoir au départ. Bien entendu, de par la conception de ces voitures, les propulsions sont avantagées dans cet exercice-là. On les pénalise aussi par un poids supplémentaire, donc on essaye de diminuer, je dirais, l'avantage de ces propulsions par un poids supplémentaire. Et effectivement, en fonction des circuits, on peut voir que cet écart traction-propulsion n'est pas aussi grand, tout simplement parce que les boîtes de vitesse qui équipent ces deux voitures-là sont totalement différentes. Sur les BMW, on a une boîte de vitesse 5 rapports, et quand on change les rapports, on change plutôt le rapport de pont final, donc ça veut dire qu'on va jouer sur l'ensemble des rapports sur les 5 vitesses. On va raccourcir ou on va rallonger les 5 vitesses du côté de chez Seat, notamment de chez Alfa Romeo et de toutes les tractions. On a des boîtes séquentielles à 6 rapports et où on peut jouer rapport par rapport. Donc ce qui explique cela. Attention, Tom Coronel qui rejoint le podium. Pourtant il est habitué à remporter, à grimper sur ce podium, puisque c'est le vainqueur du trophée des indépendants. Mais une petite chute à surveiller. Oui, il a loupé la marche. Je sais pas, elle est trop haute pour lui pour l'instant. Ça doit être ça aujourd'hui. Le Néerlandais en tous les cas qui vient se mettre aux côtés du grand vainqueur de cette première course, Andy Priaulx, vainqueur devant le Néerlandais Huisman et le Français Yvan Müller. Duncan Huisman qui avait eu quelques difficultés à ce que le drapeau national se hisse tout en haut du mât. Il y a quelques petits soucis visiblement pour hisser le drapeau. Ils ne sont pas habitués à mettre le drapeau néerlandais. Ici, il faut presque un double drapeau néerlandais. Et attention, dans la deuxième manche, Tom Coronel sera de nouveau très à surveiller. Regardez la tête d'Andy Priaulx. Il est le leader de ce championnat. Il a 5 points d'avance. Il ne se lâche pas là. Et on sent qu'il est encore totalement concentré, qu'il n'apprécie pas encore cette position de force qu'il a sur le papier, car il sait que tout peut arriver lors de la prochaine épreuve. Tom Coronel en grande discussion avec Yvan Müller et Andy Priaulx. Attention, Tom Coronel, il sera surveillé dans la deuxième course. Il partira en première ligne à côté de Peter Terting. Et il est revenu comme une balle, Tom Coronel, car il n'avait pas pu passer lors du tout départ. Il avait été quand même bloqué, bouchonné. Et en course, un des pilotes les plus rapides, revenu au contact des tout premiers. Il s'élancera en première ligne et comme il l'avait dit jusqu'à présent, je devais fonctionner, courir avec ma tête, puisque je devais récupérer des points pour le trophée des indépendants. Maintenant que c'est acquis et que je n'ai plus rien à gagner dans ce championnat-là, je vais pouvoir enfin conduire avec mon cœur et avec mon pied et pouvoir me battre avec les pilotes d'usine. Tom Coronel qui aura été un des plus rapides d'ailleurs dans cette course. Meilleur chrono en 2:34,7. Le même chrono que Andy Priaulx. Vainqueur de cette épreuve. Duncan Huisman qui apporte également des points très précieux à BMW, qui a fait un grand pas vers le titre constructeur. Oui, je pense entre Priaulx et Huisman, je pense que l'écart se creuse à l'avantage du constructeur bavarois. Oui, il y a désormais 18 points d'avance
C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement une hécatombe. Il faudrait qu'il y ait un doublé et qu'il y ait une hécatombe de BMW qui ne marque aucun point. Voilà, donc c'est pourtant c'est possible parce que tout est possible à Macao. Vous savez que c'est l'empire du jeu. Et Yvan Muller qui harangue la foule chinoise pour réclamer des applaudissements. Ah, cette Guyarès, évidemment, c'est un mythe aussi, hein, c'est une tradition ici en Chine, à Macao. L'empire du jeu, l'empire de la course aussi. Hein. Oui. Andy Priaulx. Ah, là, je peux vous dire, il piaffe d'impatience, il n'a qu'une envie, c'est de retourner voir sa voiture, voir si tout se présente bien pour la deuxième course. Pouvoir se reconcentrer, s'isoler une nouvelle fois dans sa bulle pour la toute dernière fois de la saison. Andy Priaulx, 5 points d'avance, on le rappelle, sur Augusto Farfus désormais, et 7 sur Jörg Müller. Ces 3 pilotes qui vont jouer le titre dans la dernière manche. Récapitule une nouvelle fois le classement de cette 19e des 20 manches du championnat 2006. La 5e victoire de la saison pour Andy Priaulx. À cette année, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir eu le panache. L'an dernier, c'est vrai qu'on était un petit peu sur notre fin. On était resté sur notre fin. Il avait énormément calculé, Andy Priaulx. Et il avait été le plus régulier tout simplement, mais ne s'était guère imposé. Cette année, déjà 5 victoires, il aura été de loin le plus véloce des pilotes. Et cette année, Jacques, 11 vainqueurs différents. Donc on peut dire que le phénomène de handicap de poids, le phénomène de grille inversée aura joué son rôle. Et qu'effectivement, ça aura permis à des Augusto Farfus, à des Jörg Müller, à des Tarquini, à des Dirk Müller, à des Yvan Muller et à d'autres tels que Tavano, Huff, Menu, Zanardi et René de s'imposer à l'issue de ces 19 courses pour l'instant passées. Certains pilotes avaient pesté contre ce règlement de handicap de poids tendant à pénaliser les meilleurs en fonction des points acquis au championnat et en fonction des résultats des courses précédentes. Cette année, on avait augmenté un petit peu le handicap de poids maximum. On était passé de 60 à 80 kg. Et certains, dans la saison, commençaient à penser que c'était un petit peu trop et que ça devenait un petit peu compliqué. On revoit ce premier freinage avec Augusto Farfus, Dirk Müller et Giovanardi qui vient s'appuyer légèrement, mais il n'a pas le choix parce que lui-même est percuté par par Tarquini. Donc Giovanardi est poussé par Tarquini à l'intérieur, il ne peut rien faire et il pousse Dirk Müller. Donc on a joué un petit peu sans qu'il y ait de gros crash, c'était vraiment tout doux, mais suffisamment pour délester la voiture du pilote allemand. Allez, on va écouter les premières réactions, celle d'Andy Priaulx. Logiquement, le trio de tête va venir sur le podium des interviews avec Andy que l'on devrait retrouver dans un instant maintenant. Voilà, il est en train de prendre place. Andy Priaulx, a lot of tension out there. You look pretty Andy, beaucoup de tension dans cette course évidemment, mais vous avez fait l'essentiel, vous avez remporté la victoire. J'avais besoin d'être premier dès le premier virage. Et vous savez que tout le monde peut sortir dans ce premier virage. C'est pour ça que j'avais essayé de réaliser la pole position. Et je vais essayer de faire une bonne course lors de la deuxième. Vous vous rapprochez peut-être du titre de champion du monde. En tous les cas, il ne reste plus que 3 pilotes engagés dans cette course. Je prends du plaisir. C'est un circuit génial et je suis rapide ici. Et donc je croise les doigts pour la deuxième course. Derrière vous, en plus, vous avez eu Duncan Huisman. C'est important. Vous savez, j'ai eu comme aide Jan Magnussen ici, mais il a eu un accident lors du premier virage.
Et bien entendu, Duncan Hussmann m'a aidé un petit peu à creuser cet écart. L'autre satisfaction, évidemment, c'est le titre constructeur de BM, désormais quasiment acquis. Oui, bien entendu, et je félicite BMW pour ce travail exceptionnel, mais on sentait que son attention était plutôt tournée sur le titre à venir, le titre qu'il pourrait récupérer à l'issue des 9 tours qu'il reste à faire. Ouais, là on a probablement évidemment avec cette opération arithmétique une grosse déception du côté de chez Seat. On va écouter le deuxième, c'est Duncan Hussmann. Vous aimez ce circuit, Duncan, et là vous devez prendre la deuxième place, grosse satisfaction. Vous savez, pendant le warm-up j'étais 16e, on est revenu au réglage de course et j'ai fait un départ génial, ce qui m'a permis d'être deuxième. Vous aviez devant vous Andy Priaulx. Quelle était la tactique? J'ai essayé de rester avec Andy, essayer de ne pas l'attaquer parce qu'il se bat pour le championnat. Et bien entendu, une position intermédiaire pour Duncan Hussmann, ne prendre aucun risque par rapport à ce leader en tête du championnat. Et effectivement, s'il arrivait à légèrement aider Andy Priaulx dans sa quête, il serait sûrement remercié par BMW. Allez, on va aller écouter le meilleur des pilotes Seat aujourd'hui, Yvan Muller, le français. Vous devez être satisfait avec cette belle troisième place. Malheureusement pour le titre, là c'est terminé. Oui, pour moi, j'ai essayé de mettre la Seat le plus haut possible. Malheureusement, j'ai pas pu profiter d'un départ exceptionnel car j'avais deux pilotes devant moi qui étaient rapides. Et vous savez, c'est Macao. En revanche, le week-end pour Seat ne semble pas très bien parti puisque Seat ne pourra pas décrocher le titre constructeur. Oui, c'est comme ça pour le championnat constructeur. Tout le team Seat a travaillé très dur tout au long de la saison. On est deuxième juste derrière BMW. Je crois qu'on doit être quand même fier de ce qu'on a réalisé, même si on n'a pas pu s'imposer. Oui, parce que Seat ne pourra donc pas décrocher le titre constructeur qui va revenir une nouvelle fois dans l'escarcelle de BMW, et qui plus est, effectivement, il n'y a plus aucun pilote Seat en course pour le titre individuel non plus. Gabriele Tarquini a été piégé dès ce premier virage, bloqué juste derrière la voiture de Dirk Müller. Yvan Muller, lui, n'a pas pu résorber une partie de son handicap à l'occasion de cette course face à un Andy Priaulx tout simplement étonnant. Et puis les autres, James Thompson ou encore Peter Terting, n'ont pas marqué suffisamment de points pour revenir aussi dans la course. Ouais, c'est sûrement une très grosse déception du côté de Jaime Puig, du côté du grand patron de chez Seat, car cette année on avait vraiment mis le paquet, 6 voitures, des pilotes d'expérience extrêmement talentueux, avec un objectif principal qui était de remporter ce championnat constructeur. 6 voitures n'auront pas réussi à venir à bout de ces BMW. L'affront est encore plus grand quand on voit que Alfa Romeo, pratiquement privé, pratiquement avec un seul pilote tout au long de la saison, réussit à être encore en course, non pas pour le constructeur mais pour le titre pilote. Donc là, la pilule est dure à avaler du côté de chez Seat. On a vu Gabriele Tarquini il y a quelques instants, abattu évidemment. Il aura pourtant réussi une saison exceptionnelle, mais cette année il n'aura vraiment pas été servi par la chance, à part pour la naissance de son petit garçon. Pour le reste, sur la piste, il n'aura vraiment pas eu de chance cette année, Tarquini. La semaine prochaine, live sur Eurosport, la saga de la Ligue 2 passe à Brest. Les Bretons accueillent Strasbourg, 3e du championnat. Soaski, retrouvez les plus grands techniciens du haut vol avec le début de la Coupe du Monde. Découvrez de nouveaux qualifiés en Coupe de l'UEFA comme en Ligue des Champions. Ligue 2, Brest-Strasbourg, Coupe du Monde de saut à ski et Coupes européennes, c'est la semaine prochaine, live sur Eurosport. Sur la route de Beijing 2008, une nouvelle génération d'athlètes fait étape à Doha pour la 15e édition des Jeux asiatiques.
Retrouvez 10 000 athlètes dans 43 disciplines pour une célébration de la culture sportive asiatique. À partir du 28 novembre, live sur Eurosport. Il y a du travail de carrosserie un peu sur toutes les voitures. Regardez ici Gabriele Tarquini, l'Italien dont on vous parlait il y a quelques instants, bien malheureux. Oui, bien malheureux Jacques, mais quand on a revu les images, le ralenti de ce premier départ, Gabriele Tarquini était appuyé sur l'arrière de la voiture de Giovanardi, lui-même appuyant sur la voiture de Dirk Müller qui, partant en tête à queue, aura immobilisé la moitié du peloton. Donc Tarquini probablement déçu, mais probablement aussi impliqué indirectement dans ce premier accrochage qui aura coûté tout abandon d'espoir pour le titre, pour lui-même, pour Dirk Müller entre autres. Mais c'est Macao, je dirais, c'est toujours ce premier virage, toujours spécifique. Ça arrive avec les voitures de tourisme, ça arrive avec la fameuse course de Formule 3. Donc c'est une des spécificités de Macao. Ça ne se passe pas à tous les départs. Mais effectivement, si on refaisait la synthèse sur les années précédentes, on s'apercevrait que ce virage-là aura coûté quand même pas mal d'argent à tous les constructeurs présents. Peter Terting qui nous fait un petit striptease. Prépare les vacances. Il s'élancera en pole position dans la deuxième manche. Certaines rumeurs disent que son avenir n'est pas assuré chez Seat pour la saison prochaine. Oui, parce que je pense que chez Seat, on va reconsidérer ou on va se remettre en question, savoir si effectivement 6 voitures sont encore nécessaires, s'il ne vaut pas mieux concentrer encore plus ses efforts sur un nombre de pilotes réduit. On a vu que le nombre ne permettait pas forcément de remporter le titre. Peut-être décidera-t-on du côté de chez Seat d'adopter une stratégie différente. Allez, on est en train de rétablir toutes les voitures, parce que vous l'avez vu, il y a eu pas mal de casques, pas mal de tôles froissées, celle de Dirk Müller. Là, on est en train d'essayer de refaire un parallélisme rapide. Et on va aller tendre notre micro dans les stands à un autre pilote de chez Seat, probablement déçu, James Thompson. Pretty hectic out there. The car is pretty down. What happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé, James, dans cette course? Vous savez où, par rapport où on était sur la grille, on est parti excellemment bien. Vous savez, et puis quand on est arrivé lors du premier virage, il y a des pilotes qui ont freiné un peu plus fort que normal, que d'habitude, parce qu'il y avait une voiture qui était arrêtée, donc ça s'est empilé un petit peu pour tout le monde. Vous savez, c'est la séance de qualification qui pour moi s'était mal passée et que à partir de là j'ai perdu tout espoir de bien figurer pour la course. À l'exception d'Yvan Müller qui s'en est bien sorti, c'est un mauvais week-end pour Seat. Vous perdez le titre constructeur. On est très déçus. En venant ici, on espérait dans les pilotes Seat avoir une chance de remporter le championnat et puis maintenant c'est terminé. Bien entendu, c'est frustrant. Vous savez, si j'avais pu être en 8e position et essayer d'accrocher une victoire pour la deuxième, ça aurait été génial. Mais je vais quand même essayer de me battre et d'essayer de produire une course solide.